Bonjour les enfants, c'est parti pour la 3e lecture expliquée du chapitre sur le mariage de Figaro. Et dans ce passage de l'acte 3, scène 16, le personnage de Marceline est en colère. Le passage s'ouvre sur la colère de Marceline contre Bartholo. Marceline justifie sa conduite en évoquant sa jeunesse et les épreuves qu'elle a subies, qu'elle a endurées. Elle raconte comment, à l'âge où elle aurait dû se former, comme beaucoup de femmes, elle en a été en fait empêchée par les hommes. Ce sont les deux exclamations de Bartholo, des fautes si connues, une jeunesse déplorable, qui mettent, si j'ose dire, le feu aux poudres. Ces exclamations sonnent comme des reproches de sa part. Il conspue les erreurs de jeunesse que Marceline aurait faites, notamment celle d'avoir cru à sa promesse de mariage. Ainsi, Bartholo est véritablement le provocateur de la colère de Marceline. Les didascalies, s'échauffant par degrés, et un peu plus tard dans le texte, l'adverbe vivement, l'adjectif exalté, témoignent de la réaction, de la sensibilité du personnage. Son discours est animé par une parole expressive qui montre qu'elle passe d'un état à l'autre. Sa voix vit, joue et porte entièrement ce qu'elle exprime. On voit un personnage véritablement affecté par le jugement qu'émet Bartholo, ce qui fait ressortir toute sa rancœur envers lui et la société. Autre signe de sa sensibilité exacerbée, la ponctuation. On retrouve une ponctuation forte, expressive. Par exemple, oui, déplorable et plus qu'on ne le croit, point d'exclamation. Ce jour les a trop bien prouvés, point d'exclamation. Cela montre bien son emportement. D'ailleurs, elle reprend l'adjectif déplorable pour mieux l'assumer. Elle ne compte nullement s'excuser sur son passé et au contraire, elle compte l'assumer, comme le montre la négation « je n'entends pas nier mes fautes ». Le champ lexical de la religion, faute, expier, forme une révolte contre la pratique même de la contrition au cœur de la vie chrétienne. Il faut avouer, expier ses péchés, et elle n'entend pas reconnaître des péchés qui ne dépendent finalement pas d'elle. Elle évoque son expérience vécue, ensuite, qui, selon elle, relève de l'insouciance, et qui est donc excusable. On voit ce retour dans son passé par le jeu des temps. L'imparfait « j'étais né, moi », mais également le complément circonstanciel après 30 ans d'une vie modeste. Marceline revient sur sa jeunesse, sur son état d'innocence, qui ne la prêtait absolument pas à se méfier des hommes. D'ailleurs, elle commence par se présenter comme une femme douée de qualité. Elle est sage, elle est raisonnable, avec l'adjectif, avec la notification douée de raison. Donc des qualités d'un esprit éclairé, d'un esprit des Lumières, mais on observe avec la conjonction d'opposition « mais » et des termes qui forment finalement une antithèse par rapport à la sagesse et à la raison, avec illusion et inexpérience, que ces qualités ont été empêchées par le pouvoir des hommes. L'apparition du champ lexical de la guerre, avec le verbe assiéger, avec poignarder, avec le nom ennemi, reprend la métaphore habituelle de la femme, assiégée comme une citadelle par le séducteur. Cette métaphore souligne surtout la violence et l'injustice dont les femmes sont les victimes dans les premiers moments de leur vie, alors même
qu'elles ne sont pas formées intellectuellement, les hommes les assiègent. L'injustice est d'autant plus soulignée par la question rhétorique: que peut opposer une enfant à tant d'ennemis rassemblés? Alors là, c'est le registre pathétique qui apparaît en présentant la femme comme un être faible, innocent, ainsi que pourrait l'être un enfant. Au passage, on remarquera l'opposition entre le singulier, une enfant, et le pluriel, ennemi, séducteur. Ainsi, on montre la femme véritablement comme une proie, isolée. Le passage du singulier « je » au pluriel « nous » montre que Marceline s'implique dans la cause des femmes et laisse petit à petit son cas particulier de côté pour devenir l'écho de toutes les femmes. Dans le deuxième mouvement, Marceline généralise son propos. Elle se montre plus persuasive et virulente en s'en prenant directement cette fois aux hommes. Elle les rend responsables des injustices volontairement perpétuées par eux, afin d'assurer leur pleine domination. Marceline se révolte finalement contre les inégalités, comme le fera Figaro dans son monologue de l'acte 5. Au passage, on aura remarqué juste avant que Figaro ne faisait que l'acquiescer. C'est la règle, dit-il. Alors, par rapport à ce deuxième mouvement, on peut remarquer que les attaques deviennent plus franches, avec les apostrophes « homme plus qu'ingrat »,« vous et vos magistrats », ainsi que bien sûr la répétition du « vous ». Ces apostrophes et ce pronom personnel donnent à son propos les accents d'un véritable réquisitoire. Elle les interpelle directement pour les condamner. Deuxièmement, la tournure emphatique « c'est vous qu'il faut punir » permet de les tenir personnellement responsables. Elle va finalement de la condamnation des hommes à celle plus globale de la justice, avec le nom magistrat. Ce ne sont pas que les hommes qu'elle accuse, c'est la justice qui est pleinement de leur côté. Le champ lexical du domaine judiciaire, droit, juger, droit naturel, témoigne du fait que la justice est bel et bien du côté des hommes et que celle-ci permet de perpétuer les inégalités. Elle en est l'agent. À l'opposé, les femmes sont présentées comme des victimes. On retrouve des périphrases particulièrement pathétiques comme « les jouets de vos passions »,« vos victimes » ou encore, un peu plus loin, « les malheureuses filles » qui, toutes, montrent la femme comme soumise à la fausse justice des hommes. Par ailleurs, Marceline attire l'attention, il faut le noter, sur les femmes de toutes les conditions. Non seulement celles qui vivent dans le besoin et la misère, pour citer les lignes précédentes, mais aussi, comme elle le précise, dans la troisième réplique, celles des classes plus élevées. Je cite, « dans les rangs même plus élevés ». Donc, son engagement est entier. Elle devient le porte-parole de toutes les femmes sans distinction. Elles sont toutes confrontées au même problème moral face aux hommes. L'hyperbole qui nous laisse enlever par leur coupable négligence tout honnête moyen de subsister, accuse les hommes de retirer aux femmes les moyens tout simplement de vivre, d'exister par elles-mêmes. Elles sont littéralement aliénées. Leur subsistance dépend des hommes qui entretiennent ce lien. Marceline évoque la question du travail. Celui-ci devrait normalement permettre aux femmes d'atteindre une forme d'autonomie.
Mais on voit dans deux propositions juxtaposées, qui sont reliées seulement par un double point, je la cite, « Elles avaient un droit naturel à toute la parure des femmes, on y laisse former mille ouvriers de l'autre sexe. » Donc, pour revenir sur ces deux propositions, la première présente les femmes comme étant portées naturellement, bon, ça, on peut voir une sorte de préjugé, mais peu importe, les femmes donc portées naturellement à la couture, à la parure. Et dans la deuxième proposition, on montre que même ce talent qu'elles auraient est enlevé, que les hommes décident de l'assurer à leur place. On y laisse former 1000 ouvriers de l'autre sexe. L'autre sexe, c'est les hommes. L'exclamation de Figaro a un côté comique. Ils font broder jusqu'aux soldats. Et il est comique parce qu'il souligne l'absurdité de la situation. Ce sont les soldats qui brodent, et non pas les femmes. La tournure restrictive, les femmes n'obtiennent de vous qu'une considération dérisoire, met en évidence l'état d'infériorité dans lequel les hommes entretiennent les femmes. Elles n'ont aucune reconnaissance. Elles se voient, cette absence de reconnaissance, également avec l'adjectif « leurrées ». Elles sont trompées, elles sont minorées. Cette injustice est retranscrite par des antithèses. Celle-ci termine de révéler l'hypocrisie épouvantable des hommes. Leurré s'oppose à réel et traité en mineur pour nos biens s'oppose à puni en majeur par nos fautes. Somme toute, quoi que fassent les femmes, elles sont rabaissées, elles sont jugées injustement. On les traite comme des enfants pour ce qu'elles font de bien, mais on les traite comme des adultes pour leurs fautes. Donc elles perdent sur tous les tableaux, si j'ose dire. Ils dénoncent la véritable manipulation à l'œuvre dans la société de l'Ancien Régime. Elle termine cette deuxième tirade par un « A », une interjection qui marque bien le sommet de sa révolte. D'ailleurs, elle termine par deux mots qui ne sont pas, deux noms qui ne sont pas anodins. Elle parle d'horreur et de pitié. Excusez-moi. Sous tous les aspects, votre conduite avec nous fait horreur ou pitié. Alors on retrouve en fait ici les deux sentiments provoqués par la tragédie selon Aristote, terreur et pitié. Elle clôt ainsi la tirade de façon percutante. Les femmes, comme dans la tragédie, sont prisonnières de leur destin. Le passage se clôt par un troisième et bref mouvement qui correspond à la réaction des hommes. Ceux-ci sont totalement médusés. Ils sont admiratifs de l'efficacité du propos développé par Marceline et demeurent finalement totalement muets. Ils ne peuvent qu'acquiescer. Face à la colère de la femme, aucun ne se risque à la contredire. Et de toute façon, comment le pourrait-il ? Ils reconnaissent la justesse du propos de son discours avec une pointe de comique. En effet, on retrouve le comique de répétition, puisque à 3 reprises, il y a le mot « raison » qui apparaît. Figaro, elle a raison, le comte, que trop raison, Bridoison, elle a, mon Dieu, raison. Au passage, autre touche de comique, le comique de mots, avec le bégaiement du juge Bridoison. Beaumarchais mélange les registres,
comme le veut le drame. Il y a la volonté de Beaumarchais ici d'adoucir un réquisitoire qui pourrait peut-être paraître trop osé, piquant. Pour finir, l'aparté du conte affirme sa position de dominant. Que trop raison. Il semble déplorer le fait que Marceline ait raison. Il tient à ses privilèges d'homme et de noble. Aussi, ne montre-t-il pas, ostensiblement et à haute voix, le fait qu'il soit d'accord avec elle. Le comte demeure dans une forme d'hypocrisie. Il est d'accord, mais il ne fait rien pour changer cette injustice.